Bonjour à la première émission Conversation autour d'un chapeau. Mon nom est Suzanne Gagnon, dans le rôle de Marie-Jeanne Boisdin dans les années 1620. Bonjour tout le monde! Bienvenue à la première émission Conversation autour d'un chapeau. On vous présente, moi d'abord, Marie-Jeanne Boisdin des années 1620 et j'aurai mon invité, Samuel de Champlain, l'honorable Samuel de Champlain. Hey, bonjour tout le monde! Ça fait plaisir d'être avec vous autres. Écoutez, c'est un concept d'émission qui commence autour d'une conversation. Suzanne m'appelle, on jase de chapeaux, elle veut en savoir un petit peu plus loin sur l'histoire des chapeaux. Puis là, je me ramasse à un moment donné dans son atelier, puis je me disais, ça devrait être le fun de faire quelque chose autour d'une... Bon, converser autour d'un chapeau. Prendre un chapeau en particulier, puis aller voir dans son histoire qu'est-ce qu'il représente. Hein? Puis ensuite de ça, bon, évidemment, Suzanne est chapelière, voir comment on fabrique des chapeaux. Hein? Tout à fait. Et moi, j'ai eu l'idée aussi de, étant en amour avec les chapeaux, j'ai eu l'idée aussi d'en fabriquer un. De toute façon, j'en fais depuis un bon bout de temps. Et d'en fabriquer un pour vous autres, par personnage, probablement, avec le temps. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, l'émission va rouler sur une ligne de temps qui commence autour des premières explorations, les premiers arrivants. Bon, évidemment, Samuel de Champlain avec son magnifique chapeau. Et comme ça, à chaque semaine, on va visiter une époque qui va, bon, évidemment, on va toujours ramener ça dans notre territoire à nous, dans Argenteuil. En même temps, Suzanne va toujours avoir une chronique sur comment confectionner le chapeau. C'est quoi les étapes qu'on arrive à confectionner un chapeau, à le fabriquer, hein, pour terminer cette saison-ci avec un chapeau entre nos mains, là. Tout à fait. On va également vous parler de la fabrication, de la traite des fourrures, comment est-ce qu'on le planifiait, comment est-ce que ça devenait un manteau ou un chapeau. On va vous parler également des types de chapeaux qui étaient faits à l'époque avec. Et on a plein de choses pour vous. Alors, Suzanne, sans plus tarder, je pense qu'il serait le temps de rentrer dans nos conversations autour d'un chapeau avec une première chronique sur l'histoire du chapeau. Je suis donc Marie-Jeanne Boisdin dans les années 1600. Et j'invite aujourd'hui l'honorable Samuel de Champlain, non le moindre. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Monsieur Samuel de Champlain. Oui, bien, en fait, je suis Samuel de Champlain ici présentement, mais tout le monde me reconnaît. Robert Simard, historien au Musée régional d'Argenteuil. Je fais beaucoup de communication, d'émissions historiques aussi avec la Bibliothèque de la Chute. Alors, Suzanne, tu avais quelque chose préparé. Tu voulais nous raconter un peu de ce que les gens disent de Samuel de Champlain. Oh oui, absolument. Ce qu'on dit de Samuel de Champlain, cher Samuel, c'est le vrai colon. Celui qui est revenu à partir de 1603, il a passé 30 ans au Québec, en Nouvelle-France, pour bâtir la communauté dans laquelle on est si content de vivre aujourd'hui. Vous avez développé le commerce, ce qui permettait aux premiers habitants, aux colons, de pouvoir vivre de leur art. Et puis, vous avez cartographié, cher Samuel. Vous avez aussi été très diplomate avec les Amérindiens. Alors, c'est tout ça que vous avez fait et on vous en remercie encore, cher Samuel. Bien, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Merci, Suzanne, de tant d'honneurs. Je pense que Samuel ne courait pas après les honneurs, hein? C'était un explorateur, évidemment un cartographe, géographe, qui était embarqué sur les mers très jeune, dans un très jeune âge. Là. On parle de 13 ans, 14 ans, sur les premiers bateaux. Son père était marinier. Samuel de Champlain
a voyagé ici sur les terres d'Argenteuil. Tu le savais, hein? En 1613, au printemps de 1613, Samuel s'était aventuré sur la rivière des Outaouais. Bon, évidemment, à ce moment-là, il ne savait pas qu'il s'en allait établir des liens de commerce avec les Amérindiens ou les Premières Nations qui vivaient tout au long, jusque dans les grands pays d'en haut. Là, on parle au nord des Grands Lacs. Il s'en allait trouver un passage. C'était le passage de la route des épices qu'on voulait trouver, mais il s'est rendu compte probablement que le Canada était beaucoup trop long pour atteindre l'océan Pacifique. En cours de route, quand il est arrivé ici dans Argenteuil, ce qui est particulier, c'est que Samuel, il lui est arrivé une mésaventure. Il a failli mourir noyé dans la grande chute de Carillon. Hein, au printemps de 1613, pardon, il s'aventure sur la rivière, tire son canot à bout de bras, les roches sont glacées, perd pied, tombe ses fesses, le canot qu'il avait attaché au bout de son bras se met à tourner dans la rapide, Samuel qui suit l'affaire. Il a vraiment failli mourir noyé, puis ça n'avait pas été de la hardiesse puis le courage d'un Amérindien qui l'accompagnait cette journée-là. Ben, peut-être que la chute de Champlain, la chute de Carillon, ça serait appelé la chute de Champlain. Racontez-nous, Monsieur Champlain, comment étaient habillés vos hommes quand vous faisiez tout ce travail-là, quand vous faisiez vos voyages? Parlez-nous du chapeau. Pas facile. Ils n'étaient pas adaptés au territoire. Ils n'avaient pas connu les hivers. Ils ne savaient pas ce que c'était un hiver canadien, comme on dit. Donc, habillés de leur redingote qu'ils avaient amené d'Europe, ils n'avaient pratiquement pas amené de linge avec eux autres parce que sur un navire, on transportait ce qu'il y avait de nécessaire. Hein? La nourriture, de quoi boire, de quoi manger, survivre au grand voyage. Mais au niveau du linge, on ne savait pas trop dans quoi qu'on s'aventurait. Évidemment, ils ont vu comment les Amérindiens étaient habillés pendant l'hiver. Ils se sont habillés un peu de la même façon. Moi, je me promène toujours avec mon chapeau parce que c'est drôle, hein, ce chapeau-là, il y a quelque chose de particulier. Ce chapeau-là, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un coup de bec. Hein? C'est un chapeau qui est fabriqué en Normandie, et dans la ville de Caudebec. Et ils avaient cette particularité-là, ces chapeaux-là, c'est qu'on pouvait les décorer comme on voulait. Alors, ça nous donnait quand même une certaine prestance. Parce que les chapeaux, à ce moment-là, ils venaient de la France, bien sûr, ils étaient bien plus avancés que nous autres. Eux portaient des plumes, ils portaient c'était très élégant. Ils les décoraient à l'époque. Par contre, quand vous êtes arrivé, M. Samuel, les premières femmes de colons arrivaient avec, très basique, là, hein, un petit chapeau parce qu'elles travaillaient dans les champs. Donc, elles avaient des espèces de redingotes en lin. Ils étaient arrivés avec des belles robes, mais finalement, au bout du compte, on se servait de ce qu'on avait sur les terres, en fait. Oui, parce qu'on était vraiment dans l'époque des pionniers. Hein? On débarquait sur un terrain qui n'était pas défriché, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de cité, il n'y avait pas rien. Donc, monsieur, madame n'arrivaient pas à habiller tout en bourgeoisie. Quand on parle de chapeau, Suzanne, il y a toute une histoire derrière la fabrication du chapeau, derrière le matériau qu'on utilise aussi pour la fabrication du chapeau. Alors, je te propose de prendre une pause et après la pause, on s'enligne dans la prochaine chronique sur la fabrication du chapeau. Monsieur Samuel de Champlain, racontez-nous donc ce qui vous a surpris quand vous êtes envenu dans les pays hauts. Suzanne, je pense que l'affaire qui a marqué le plus Samuel de Champlain lors de ce voyage-là, évidemment, c'est l'étendue du territoire parce qu'il cartographiait chacun de ses pas. Quand il a rencontré les différentes nations amérindiennes, puis qu'il a vu ce qu'ils portaient, le type de vêtements qu'ils portaient, la fourrure qu'ils avaient, puis c'était une fourrure qui était usée. Hein? Et là, il s'est dit, avec cette fourrure-là, ça ferait tellement quelque chose d'extraordinaire, on pourrait faire des chapeaux. Et là, je vais vous expliquer. C'était du castor. Le castor avait été exterminé en Europe. Alors, c'est sûr qu'il y a eu un développement, un compagnonnage entre les nouveaux arrivants et les Amérindiens. Alors là, on part. Le castor, premièrement, on a deux sortes de castors. On appelait ça le castor gras et le chapeau de castor gras et le chapeau de castor sec. Le chapeau de castor gras, écoute, c'était tellement simple. On prenait la peau de castor, à l'intérieur de la peau, on la grattait correctement,
on mettait une huile, une moelle d'animal, d'accord? Et là, on cousait des morceaux ensemble et les Amérindiens portaient la fourrure à l'intérieur. Et avec la sueur et le travail et tout, les grands poils partaient à l'intérieur, puis il restait seulement des petits poils qui avaient des barbillons. C'est que là, tu es en train de me dire là, qu'ils portaient la fourrure sur eux pour garder la chaleur et non à l'extérieur pour le paraître. Voilà, absolument. Quel changement! Oui, et ce qui arrivait, c'est que la sueur humaine avait lubrifié toute cette peau-là parce qu'ils portaient ça des saisons, là, et longtemps. Et c'est ça qui faisait que, après, les chapeliers se sont aperçus que les vieilles peaux étaient très intéressantes parce que les chapeliers prenaient justement l'intérieur de la peau qui avait été portée, hein, le restant de poils qui restait, puis tous les petits barbillons, là, les poils prennent ensemble. Ils grattaient ça, puis après ça, c'est devenu de la laine. Ils appelaient ça le feutre laine. Ah, puis ils faisaient le feutre avec les petits poils qui restaient sur la fourrure que les Amérindiens avaient portée. Oui. Ah, c'est quand même assez intriguant. Hein? Monsieur Samuel de Champlain, racontez donc les mauvais tours qu'on se faisait, les Français et les Amérindiens, avec les peaux. Ah, bien, c'est certain. Les Français, bon, dans le fond, les explorateurs, voulaient avoir ces peaux-là parce qu'ils avaient une grande valeur sur le marché européen. De leur côté, les Amérindiens, ces vieilles peaux-là, ils ne savaient pas trop quoi en faire. C'est pour ça qu'ils continuaient à les porter. Oui, c'était confortable et tout ça. Alors, pour eux, ce n'était pas quelque chose qui avait une grande valeur. Alors, du côté des Européens, pour pratiquer à l'échange commercial entre les deux, on faisait un troc entre les deux. Les Européens donnaient des babioles, des pointes de flèches, des couteaux en métal, mais toutes des vieilles affaires qu'ils n'avaient plus nécessairement de besoin contre ces fourrures-là qui avaient une grande valeur pour eux, mais pas de valeur pour les Amérindiens. Et c'était vice-versa pour les Amérindiens, ce que les Européens leur donnaient, parce qu'il faut comprendre qu'ici, dans le Nord, nos Amérindiens n'avaient pas encore découvert la fabrication du métal, la transformation là, du minerai en métal, comme ça se faisait chez les peuples du sud des Amériques. Alors, c'était un échange qui était pas nécessairement, au début, qui ne devait pas être égal, mais en fait, on s'est rendu compte avec le temps que ces échanges-là étaient très égalitaires. Écoute, ça se jouait des tours, là. On ne donnait pas nos meilleurs atouts, hein? On donnait ce qu'on pouvait, puis tout le monde était content, puis tout le monde avait gommé l'autre, en bon terme. Et là, si on allait voir comment ça se fabriquait, ce chapeau-là, avec cette fourrure-là? C'était quoi le procédé du feutrage de la fourrure? Tout à fait. Dans les années 1620, on avait tranquillement arrêté de faire le chapeau de castor parce que c'était très, très onéreux. On s'est en allé vers le poil de lapin et de lièvre. OK? C'était bien simple. On ramassait le poil des lièvres et des lapins et on les lavait. Ça, c'était les femmes les triaient. Après ça, ça s'en allait dans des grandes chaudières d'eau chaude. Et là, il y avait utilisé des mauvais produits dans cette eau-là chaude ça puait, ça faisait une poussière noire. Et ça, c'était que les hommes qui faisaient ça. Après ça, on ramassait cette eau-là et on tapissait une table et on tapait ça ensemble. Donc, tous les petits poils étaient tombés de façon éparse et ça devenait un feutre à fourrure. En séchant, là, ça faisait un tapis. Tissé de feu. Ça devenait un feutre laine qu'on appelle, qui n'était pas un feutre... ou non, c'était un feutre poil, c'était pas un feutre laine. Alors, ici, j'ai un exemple de feutre animal, feutre lapin et lièvre. Finalement, un coup que les feutres avaient été tapés, on les mettait sur des cônes et on grattait le poil pour que ça devienne très doux. Puis après ça, on pouvait s'en servir au niveau de la fabrication. J'ai entendu dire une chose, Suzanne, à propos de ça, du procédé de feutrage. On disait qu'avec le temps,
Vous savez que les chapeaux, c'est quand même quelque chose qui est très fantaisiste. Hein? Probablement qu'à la maison aussi, vous connaissez l'histoire des chapeliers fous. Hein? Oui. Ce qui rendait fous les chapeliers, ou ce qui les rendait très créatifs, on pourrait dire, était principalement dû à une mixture qu'ils utilisaient pour faire le procédé de feutrage. Hein. Moi, j'ai entendu dire que cette mixture-là, c'était une espèce de concoction avec l'huile de guimauve qu'on mélangeait avec un certain moulage de quelque chose. Puis ça, cette affaire-là, cette mixture-là, comme par magie, faisait le feutrage. Je pense, Robert, M. Samuel de Champlain, ça, je pense que c'est une rumeur. Parce qu'en réalité, il mettait du mercure dans l'eau et des acides nitrites. Alors, c'est ça qui faisait que les émanations, avec le temps, rendaient les chevaliers, les chapeliers malades parce qu'ils perdaient la mémoire, ils tremblaient, ils déliraient. Alors... C'était le nitrate de mercure qui créait cette chose-là. Oui, le nitrate de mercure. Et ça a duré jusqu'en 1820. C'est pas des farces. Les chapeliers ne vivaient pas plus longtemps que 45 ans à peu près. Je pense que le plus vieux, c'était 51 ans. Mais ils étaient tous très bougris, les jambes mig. Puis des gros bras parce que eux autres, ils devaient travailler de loin parce qu'il y avait les émanations. Et ils étaient loin, fait qu'il y avait des gros bras, des petites jambes. Puis ils tissaient, puis ils tordaient tout ça. Fait qu'ils étaient très, très forts. C'était un travail qui était vraiment physique, le travail du chapelier, là. Très physique. En effet, très physique, oui. Alors, Suzanne, après avoir vu tout ce procédé là, de secrétage là, du feutre, les guimauves, la nitrate de mercure et tout ça, il faut comprendre que quand Champlain là, s'est installé ici puis a commencé à développer la colonie, il a vraiment voulu s'étendre sur le territoire puis organiser la colonie en favorisant le développement des commerces et tout ça. Puis on sait par la suite que le grand Colbert, lui aussi, avait une prérogative royale en voulant faire en sorte que la colonie devienne de plus en plus autonome, donc soit en mesure de moins dépendre des ressources de la mère patrie, puis s'organiser sur le territoire. Puis c'est là qu'on a vu apparaître les premières chapelleries ici en Nouvelle-France. Tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Ce qui était très intéressant, c'est que les colons devenaient de plus en plus autonomes. Hein? Ils tissaient leurs vêtements, faisaient leurs chaussures, mais ils faisaient également les chapeaux. Et il y en a eu 3, un à Québec, et 2 à Montréal, en fait, qui ont démarré parce qu'il y avait eu, de toute façon, de la France, un chapelier qui est venu former un peu la colonie. Et dans les premiers temps, ce qui arrivait, c'est que les gens partaient partout, ils venaient de partout, à Montréal, choisir un chapeau. Et c'était un curé qui prenait les mesures à l'époque. Et les mesures, il avait pris les bonnes mesures. Et après ça, on retournait ça en France, les faire fabriquer. Alors là, on s'est dit, bien là, ça n'a pas de bon sens. Ça prenait 1 an avant d'avoir ton chapeau. Il était presque démodé. Alors, ils ont commencé à former tranquillement des matériaux. Bien sûr, c'était le castor et plus le feutre à ce moment-là. Il y avait même des coquins d'Anglais qui ont ouvert une chapellerie pour cacher la contrebande de fourrures de castor qu'ils faisaient. Parce que c'était pas permis, là, parce que toutes les denrées devaient retourner quand même en France. On voulait que les colons soient autonomes, mais tous nos produits repartaient en France à être vendus au magasin du roi, qu'on appelle. Ah. Fait que là, le premier atelier est créé. C'est un artisan qui arrive. Comment ça se faisait? Est-ce que c'était un principe d'artisan avec des apprentis? Comment ça se passait dans un atelier à ce moment-là? Oui, bien, les ateliers, comme mentionné, c'est un Français qui est venu ici. Et oui, il a développé avec eux des techniques, mais ils ont dû faire tous les outils un par un. Que ce soit l'outil pour presser, l'espèce de perche pour sortir les chapeaux,
la vapeur, il y avait des fers à repasser de vapeur parce que le chapeau était tissé à ce moment-là. Il y avait de moins en moins de castors, en fait. Ça coûtait trop cher. Alors, ils se sont lancés vers du tissage, un mélange de matériaux, du lin, du chanvre. Ils ont tout tissé ça. Puis, ils faisaient des chapeaux. Ils faisaient des chapeaux de cette façon-là. Monsieur Champlain, j'ai une devinette pour vous. D'où vient le mot chapeau? Je me suis toujours posé la question d'où ça venait le mot chapeau. Alors, je suis allé dans l'origine étymologique du terme. Hein, de quelle langue? Évidemment, ça vient du latin, parce que, bon, le français a emprunté beaucoup au latin. Alors, le mot chapeau vient du terme capellus, hein, qui est un dérivé lui-même du mot capa, hein, qui veut dire capuchon, et aussi du mot capu, qui veut dire la tête. Donc, le capuchon qu'on met sur la tête. C'est un peu ça l'origine du mot chapeau. C'est très bien. J'ai une autre devinette pour vous, M. Samuel de Champlain. Allez-y. Pourquoi qu'on appelait ça le castor gras? Le castor gras. Est-ce que c'est parce que le castor était plus volumineux? Mauvaise réponse. J'imagine. Aussi, est-ce que c'était une recette avec du gras? Ah, c'est ça, je ne le sais pas du tout. J'ai absolument ni pas un ni pourquoi on appelle l'autre. C'est parce qu'on mettait, comme je vous mentionnais tantôt, la moelle d'un animal. La moelle d'un C'était animal pour ça. sur C'est ça. Puis ça permettait à adoucir hein, le feu, Adoucir, la peau. oui, adoucir l'intérieur des manteaux que les Iroquois portaient, les Amérindiens, les Autochtones portaient. OK. Alors, Suzanne, si on se laissait cette semaine avec un dicton autour du chapeau, j'imagine que tu vas en sortir un de ton sac. Tout à fait. Le voici. Si le chapeau te fait, mets-le donc. Hey, merci d'avoir été des nôtres pour la première émission. La semaine prochaine, on va vous parler de Dollard des Ormeaux et Marie Partenay. On est dans les années 1660.